Bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous propose de commencer. Je m'appelle Laura Bowley. C'est moi qui vais faciliter la session d'aujourd'hui. Au nom de Savoir Polaire Canada et au nom de Nioli, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le changement climatique. Nous avons le plaisir de vous proposer ce webinaire en 3 langues, en Inuktitut, en français et en anglais. Sur la diapositive affichée à l'écran, vous pouvez voir où se trouve l'icône d'interprétation sur la barre d'outils Zoom et vous pouvez donc choisir la langue que vous souhaitez écouter. À nos amis anglophones, n'hésitez pas à vous connecter sur l'anglais lorsque l'inuktitut est parlé en salle et les instructions d'interprétation sont également dans le chat. Ce webinaire est le 4e d'une série de webinaires lancés, organisés par Polaire ce mois-ci, la série de webinaires Partage des connaissances. Je vous invite à consulter notre site web pour en savoir plus sur les autres webinaires prévus ce mois-ci et également pour en savoir plus sur d'autres webinaires à venir. Le lien du site web Polaire va être publié dans le chat. Le webinaire d'aujourd'hui s'appuie sur les principales conclusions d'un rapport sur le changement climatique qui sera publié dans le cadre de la CALIAT de Polaire. La CALIAT sera disponible sur le site web de Polaire dans le courant du printemps. N'hésitez pas à consulter notre site web et à liker notre page Facebook, à suivre toute annonce sur cette publication de rapport et à vous informer également sur les futurs webinaires et enregistrements vidéo qui ont été effectués à la base de ces webinaires. Merci d'être parmi nous. Je tiens à prendre un moment pour reconnaître que des personnes nous rejoignent ici des 4 coins du Nord et du Canada. Nous reconnaissons les contributions précieuses que les peuples autochtones ont fait et continuent de faire, eu égard au partage de nos terres, ressources, compétences et savoirs. Nous reconnaissons également un passé qui a engendré beaucoup de souffrances et reconnaissons qu'il est nécessaire de faire beaucoup pour aboutir à une véritable réconciliation. Nous reconnaissons notre devoir d'écouter, d'apprendre, d'être inclusif et respectueux dans chacune de nos démarches. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de pouvoir organiser cette session d'échange et de partage des savoirs pour que nos travaux soient plus performant, qui soit plus inclusif en intégrant les savoirs autochtones. Je vais maintenant donner la parole à Ningola pour quelques mots d'introduction et une prière. Je vais faire de mon mieux. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Est-ce que cela vous dérange si je m'exprime en Inuktitut? Non, bien sûr, aucun problème. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être là. Alors, pour commencer, j'aimerais prononcer une prière. Une prière adressée à notre Seigneur. Que Dieu nous guide dans l'utilisation des mots que nous choisissons, qu'il nous aide à être forts. Je me sens humble et cela fait longtemps que je n'ai pas prononcé de prière d'introduction, mais je suis vraiment ravie, honorée qu'on m'ait proposé de le faire. J'espère que nous aurons une bonne réunion. En tout cas, nous sommes dans la certitude que le Seigneur veille sur nous. Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant vous présenter Anna Balasubramanian, qui va prononcer également quelques mots d'introduction. Elle est analyste politique, elle travaille au gouvernement fédéral et elle était anciennement salariée de Polaire. C'est l'une des autrices du rapport sur le changement climatique. Vous avez la parole, Anne. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci de vous joindre à la discussion d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être à vos côtés et aux côtés de mes collègues, les autres auteurs du rapport sur les changements climatiques.
Ça a été une collaboration de différentes côtes du continent, du sud, du nord. Polaire Canada est une organisation scientifique de base qui vise à faire avancer les connaissances grâce aux connaissances scientifiques, aux connaissances autochtones et nous a permis de nous réunir pour élaborer ensemble, étudier des questions qui ont été élaborées de manière participative à l'occasion de l'atelier régional sur la planification et l'échange de savoir qui s'est tenu en mars 2020 à la station canadienne de recherche dans l'extrême arctique, dans le Nunavut. Donc, il y avait des membres de toute la région qui se sont réunis pour élaborer des questions, pour définir des problématiques qui les intéressaient. Il s'agissait donc de l'atelier régional sur la planification et l'échange des savoirs. Il y a des personnes ici présentes qui y ont participé. Anne Volok, qui fait partie de l'Assemblée du Kugluktuk, l'une des personnes donc qui a participé à cet atelier régional et qui a contribué à l'élaboration des questions sur lesquelles s'appuie le rapport sur les changements climatiques. Et puis, il y a également eu un projet d'évaluation collaborative où des particuliers, des détenteurs de savoirs autochtones, des scientifiques, ainsi que des scientifiques fédéraux et des décideurs politiques ont participé. Nous nous sommes réunis. Alors, ça n'a pas forcément été facile parce qu'il s'agissait d'un projet transdisciplinaire. Il visait à rassembler différents points de vue pour pouvoir produire ensemble un article. Et je pense que ça a été une initiative vraiment très riche. Ces rapports, ils vont être publiés dans la CALIAT, la revue de Polaire Canada, et ils deviendront un point de référence dans une conversation qui va se poursuivre. Et je sais que il y a de nombreuses voix autochtones qui souhaitent poursuivre le débat sur cette question. Donc, sans plus m'attarder, merci à toutes et à tous d'être présents. Nous n'en sommes qu'au début de notre conversation. Nous sommes vraiment ravis que vous ayez pris le temps de nous rejoindre et nous avons hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup. Merci à Savoir Polaire Canada de nous avoir donné la possibilité d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir présenté le contexte de ce rapport sur le changement climatique. Nous avons hâte d'entendre la discussion d'aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Anne, les questions thématiques auxquelles se sont intéressés ces rapports sur la surveillance et la recherche liées au changement climatique s'appuient sur les conclusions principales de l'atelier régional sur la planification et le partage des savoirs qui a été organisé en mars 2020 à la station canadienne de recherche dans l'extrême arctique. Il va bientôt être publié, ce rapport sur les changements climatiques, et donc le moment est opportun pour se réunir aujourd'hui avec les membres de la communauté, les détenteurs des savoirs autochtones et les auteurs du rapport. Nous savons que toute question génère d'autres questions. Alors, pendant la conversation d'aujourd'hui, nous vous invitons à poser vos questions dans la fonction questions-réponses. Sur la diapositive affichée à l'écran, vous pouvez voir l'icône questions-réponses qui vous permet donc de poser des questions aux panélistes. Nous ferons en sorte de répondre à toutes les questions et si nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui, nous ferons en sorte de le faire de manière ultérieure. Donc, bienvenue encore à toutes et tous, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Désolée pour l'erreur d'horaire annoncée sur Eventbrite. Je pense que l'erreur vient de moi. Il y a eu un changement d'horaire, donc j'en suis désolée. En tout cas, je suis ravie de voir que nous sommes assez nombreux et que des personnes continuent de nous rejoindre. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'interprétation avant de commencer, avant de poursuivre? Lina, si vous pouviez afficher à nouveau à l'écran, dans le chat, les instructions du Zoom.
les instructions d'interprétation. Et donc, je le rappelle, ce webinaire est proposé dans 3 langues, Inuktitut, français et anglais. Les instructions d'interprétation se trouvent également dans le chat. Pour les personnes anglophones ici présentes, n'oubliez pas de vous connecter sur le canal anglais lorsque la langue parlée est l'Inuktitut. Voilà, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, j'aimerais inviter les panélistes et les membres du public à faire 2 choses. Tout d'abord, je vous invite à être à l'aise vis-à-vis du silence. Déjà parce qu'il y a parfois des problèmes techniques, mais aussi parce que ça n'est pas vraiment une présentation aujourd'hui, mais plutôt une conversation. Et donc, il y aura des blancs, des silences. L'idée est de donner le temps à chacun, chacune de réfléchir avant de répondre. Et puis, sachez que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. L'enregistrement sera mis à votre disposition dans le courant du printemps. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes, elles auront la possibilité de suivre l'enregistrement. Et puis, faites preuve de curiosité. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans la fonction questions-réponses. Et maintenant, je vous propose d'apprendre à connaître les panélistes qui sont à nos côtés aujourd'hui. Et je donne d'abord la parole à Johnny. Je m'appelle Johnny Lenny, je viens de Inualik. Si vous ne connaissez pas, c'est sur le delta du fleuve Mackenzie. Voilà. Ningula, vous avez plusieurs personnes avec vous aujourd'hui. Souhaitez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Yeah. Yes, I have here with me Saimata. Unali. Keila Nutawasunda. Ningo Rapertia. Cela fait plaisir de vous revoir. Steven? Je m'appelle Steven Lonsdale. Bonjour, je m'appelle Steven Lonsdale. Je travaille avec le conseil de gestion du Nunavut. Merci. Merci beaucoup. La prochaine personne que je vois sur l'écran, c'est Gita. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous venez et où vous vous trouvez? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Gita Ljubicic. Je viens d'Ottawa. Je vis à Ottawa. J'ai un master. Je suis d'Ottawa, mais je vis à Hamilton, juste à la périphérie de Toronto, et j'enseigne à l'Université McMaster. Merci de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Gita. Jamie, à vous la parole. Bonjour, je m'appelle Jamie Snook. Je suis le directeur exécutif du secrétariat Torgnut. C'est un conseil de gestion qui a été mis en œuvre par un accord qui a été signé avec le Nunavut, et nous travaillons sur les terres traditionnelles des Inuits. Merci. Bonjour Jamie, bienvenue. Denis. Bonjour, je m'appelle Denis Ndello. Je travaille au conseil de gestion des espèces sauvages du Nunavut. C'est le principal outil de gestion des espèces sauvages au Nunavut. Alison. Thank you, everybody, for your patience while we sort out. Merci à tous pour votre
patience. Nous venons de résoudre ces problèmes techniques. Et maintenant, j'invite l'un de nos détenteurs de savoir autochtone, Ningola. Je vais vous demander d'allumer votre caméra et de nous faire un petit signe. J'aimerais bien que tout le monde ait l'opportunité de répondre, de se prononcer. Alors, si l'une d'entre vous souhaite prendre la parole, qu'elle n'hésite pas à lever la main ou bien vous pouvez également me contacter. What does food security Le mean? premier sujet de la journée, c'est que signifie sécurité alimentaire pour vous? Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que sécurité alimentaire veut dire pour vous? Je m'appelle Samantha. La sécurité alimentaire revêt une importance cruciale. Nous devons avoir de la nourriture, une source de nourriture pour répondre à nos besoins quotidiens. Nous devons donc continuer à manger, à nous nourrir. Nous devons continuer à disposer de nourriture traditionnelle. C'est donc crucial pour nous que d'avoir cette nourriture au quotidien. Je suis donc ravie de pouvoir bénéficier de sécurité alimentaire en ce moment. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole autour de vous, Ningola? Je peux compléter ce qu'a dit Samantha. En fait, je suis d'accord avec elle. Au sein de notre communauté, nous savons que les chasseurs locaux partagent leur nourriture. C'est quelque chose qui nous plaît. C'est fabuleux. Ça ne fait que renforcer la sécurité alimentaire. Par conséquent, nous devons ouvrir les bras aux gens, mais aussi à la nourriture qui fait partie de notre terre, de notre culture. Et chaque fois que quelqu'un partage sa nourriture avec nous, eh bien, nous devons vraiment l'accueillir, les bras ouverts, partager cette nourriture pour qu'il y ait une atmosphère positive de partage. C'est beau de voir ce partage de nourriture. Et ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que nous devons avoir la possibilité de stocker de la nourriture afin de la réutiliser ou plutôt de l'utiliser à long terme. Ça, c'est très important. Johnny, qu'est-ce que sécurité alimentaire signifie pour vous? Ce n'est pas grave, vous pouvez y aller. Allez-y. Merci. Désolée, Johnny, à vous la parole. Merci beaucoup. La sécurité alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, la sécurité alimentaire, c'est pouvoir récolter la nourriture, chasser des animaux qui vont nous nourrir, chasser des poissons. Et donc, la sécurité alimentaire, c'est avoir la possibilité de faire ça. Dans le passé, nous chassions beaucoup d'animaux à fourrure pour nous nourrir et aussi pour vendre leur fourrure. Et dans le passé, cela contribuait à la sécurité alimentaire parce que nous vendions cette fourrure et cela nous procurait un revenu qui nous permettait de payer d'autres choses, d'acheter d'autres choses. Voilà, c'est ça pour moi ce que ça veut dire sécurité alimentaire.
Steven, à vous la parole. Merci. La sécurité alimentaire est étroitement liée à la culture. Et ça veut dire qu'elle est très importante. Elle concerne nos pratiques, nos habitudes, nos interactions avec les détenteurs de savoir. Cela signifie et cela concerne également l'apprentissage de nouvelles compétences, le fait de grandir, le fait d'être ancré dans notre propre culture, c'est quelque chose de commun. La nourriture, c'est quelque chose de commun, mais ça va au-delà de la nourriture. C'est assez étrange parce que nous sommes habitués à une certaine insécurité alimentaire, ou plutôt à une sécurité alimentaire, parce que vous savez, lorsqu'on a faim, on ne peut rien faire d'autre, on ne peut penser à rien d'autre, on ne peut pas étudier. Tout s'effondre lorsque l'on ne peut pas compter sur des sources de nourriture constantes. Donc, on tient pour acquis cette sécurité alimentaire alors qu'elle est très importante. Merci. Jamie, je vois que vous hochez de la tête. Qu'en pensez-vous? En fait, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différentes réponses dans notre rapport. Nous nous sommes concentrés sur la nourriture traditionnelle et la sécurité alimentaire du point de vue du fait de pouvoir avoir vraiment des produits de la terre plutôt que de devoir acheter sa nourriture. En fait, on s'est concentré également sur l'abondance, la quantité de nourriture. Est-ce que cette nourriture est assez abondante? Est-ce qu'elle est de quantité, de qualité suffisante? En tout cas, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différentes réponses et ça m'a fait penser à d'autres travaux de recherche sur la sécurité alimentaire et la présence de caribous et le fait que cette présence est en déclin. Et le fait que la chasse au caribou, en fait, est vraiment au centre de mode de vie de certaines communautés et que cette sécurité alimentaire, elle est en lien avec la culture, avec il y a différents bienfaits, avantages qui sont liés à la nourriture traditionnelle, aux produits de la nature. Aujourd'hui, on parle du changement climatique et de l'impact sur la sécurité alimentaire, mais il y a une perspective plus globale du bien-être, de ce que signifie le bien-être. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres réactions sur la sécurité alimentaire? Et Denis? Merci Laura. Je trouve ça très intéressant ce qu'ont dit Johnny, Stephen, Kella. Alors, si je peux me permettre, j'aimerais relancer la conversation en posant une question à Stephen et Kella. Steven a dit que la sécurité alimentaire, ça veut dire plein de choses. Et Nkela a parlé du partage. Johnny a parlé des aspects économiques liés à la récolte, au fait que tout ceci contribue à la sécurité alimentaire dans la mesure où on peut acheter des choses qu'on ne peut pas forcément avoir directement de la terre, de la nature. Alors, quelle est la contribution de la nourriture traditionnelle à la sécurité alimentaire et comment cette contribution évolue-t-elle au vu des dynamiques
changeantes. Pardonnez-moi, Dennis, est-ce que c'est une question que vous adressez à nos panélistes? Oui, une question qui s'adresse à Steven, Johnny et Nkela. Comment est-ce que la nourriture traditionnelle contribue à la sécurité alimentaire et est-ce qu'il y a des changements à cet égard? Steven? La nourriture traditionnelle est associée au besoin de partager. Et si cette coutume n'existait pas, il y aurait une insécurité alimentaire encore plus grande dans le Nord. Parce que cette pratique du partage, je ne la vois nulle part ailleurs, d'une telle manière en tout cas. Il y a de moins en moins de chasseurs aujourd'hui. Peut-être que les jeunes chasseurs n'ont pas tout à fait les mêmes pratiques que mon grand-oncle ou mon grand-père. Je pense en fait qu'il y a une pression accrue aujourd'hui sur les épaules des récolteurs, des chasseurs, qui doivent, récolter davantage pour pouvoir aider les autres. Il y a 25 ans ou même 50 ans, tout le monde récoltait, tout le monde chassait, donc c'était plus facile aussi de partager. Chacun jouait un rôle, chacun faisait sa part. Il y a de moins en moins de chasseurs à temps plein aujourd'hui, donc il est plus difficile d'arriver à un tel partage. Moi, par exemple, je travaille et je chasse quand je suis en week-end ou quand je suis en vacances. Alors même si je chasse, je ne me considère pas comme un chasseur et lorsque j'achète pour 300 de courses, j'ai plus de difficultés à les partager. Par contre, si je dépense 300 d'essence pour aller chasser, je vais revenir avec beaucoup plus de viande et ça sera beaucoup plus simple pour moi de partager. Ça sera beaucoup plus associé au partage. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les choses évoluent et c'est pourquoi on entend beaucoup de chasseurs dire qu'ils ont besoin d'un plus grand soutien. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'il y a une pression forte de la part de la communauté. En fait, les chasseurs veulent partager, ils veulent partager toujours plus, mais ils sont de moins en moins, donc c'est de plus en plus difficile pour eux. Voilà, donc en fait, oui, il y a une évolution de la situation. Merci beaucoup, Ningola. Est-ce que quelqu'un à côté de vous souhaite, réagir? Merci, je m'appelle Michaela. Alors, ce que je souhaite ajouter, en fait, je ne sais pas vraiment comment le formuler. Les récolteurs, les chasseurs, quand ils partent chasser, ça fait plaisir, hein, lorsqu'ils partagent le fruit de la chasse avec les membres de la communauté. Lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, c'est super. Parfois, ils font une annonce à la radio pour dire qu'il y a de la viande de phoque ou de la viande. Hmm, ça n'est plus la même chose pour ce qui est de la viande de
caribous, parce que maintenant il y a des quotas, donc les choses ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais par exemple, mon mari, quand on va chez ses parents, on va chasser avec eux ou on va pêcher avec eux. Et ses parents partagent les poissons qu'ils pêchent. Ils les partagent avec ma famille et avec d'autres membres de la communauté. Merci, Michaela. Alors, je souhaite la bienvenue à Norman Mike, qui vient de nous rejoindre en tant que panéliste. Je suis ravie qu'il soit parmi nous. Norman, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour Laura, bonjour tout le monde. Je m'appelle Norman Mike. Je viens de Panocto. Merci. Alors, un petit rappel à notre public. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pouvez poser votre question en cliquant sur l'icône QA, questions-réponses. Alors, je vous propose maintenant de passer à la question du changement climatique. Et je me tourne vers Geeta. Comment est-ce que le changement climatique a un impact sur la sécurité alimentaire? Merci. Merci pour cette conversation sur la sécurité alimentaire. Tout ce que j'ai entendu, c'est vraiment très important de le garder en tête. Alors, on a produit une infographie dans le cadre du rapport. Je peux essayer de partager mon écran, sinon si on peut le faire, ça sera peut-être plus simple. L'idée, c'est de montrer comment le changement climatique peut avoir un impact sur différents éléments de la sécurité alimentaire des peuples autochtones. Jamie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous devriez voir la diapositive affichée à l'écran. On a essayé de résumer un petit peu ce qu'on a entendu de la part de nos partenaires au fil des ans, différents conseils, différentes communautés, en nous appuyant toujours sur les questions centrales auxquelles s'intéressait notre rapport. Et en fait, on voit que le changement climatique, il a un impact sur la sécurité alimentaire de différentes manières. Mais on s'est intéressé à 3 grandes questions que vous voyez affichées à l'écran. Est-ce qu'il y a assez à manger? Donc là, on parle vraiment de la disponibilité de la nourriture. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espèces végétales et animales que l'on peut récolter? Donc, on parle ici de l'abondance, du nombre d'individus, de la diversité des espèces animales et végétales, à la fois la quantité et la diversité. Donc, le type, les espèces végétales et animales qui peuvent être récoltées par chaque communauté. Et puis, on a également abordé la question de l'accessibilité de la nourriture. Est-ce qu'on peut y accéder? Il y a déjà quelques remarques qui ont été formulées à cet égard. Il y a des facteurs qui affectent la possibilité pour les chasseurs, les récolteurs d'accéder à certaines zones. Le changement climatique, il peut faire évoluer les conditions de neige, de glace, il peut produire des événements météorologiques imprévisibles. Il peut rendre plus compliqué la possibilité de se déplacer en toute sécurité et donc il peut menacer l'accessibilité de la nourriture traditionnelle. Et puis, il y a également les contraintes de temps, essayer de conjuguer une vie professionnelle, différents engagements et donc tout cela affecte la possibilité, le temps libre pour se déplacer, pour aller récolter. En fait, de plus en plus, il faut se déplacer de plus en plus loin pour atteindre les espèces animales
Et ceci en raison de l'évolution des conditions climatiques et environnementales. Il faut également plus d'essence parce que du coup, c'est plus loin. Cela a également un coût. Et puis la troisième question que l'on s'est posée, c'est est-ce que l'on veut consommer cette nourriture? Et donc, on parle ici de la qualité de la nourriture. Alors, d'un point de vue nutritionnel, mais ça peut être également le goût, l'odeur, l'aspect de la nourriture. Mais donc, il y a également la valeur nutritionnelle des aliments. On parle souvent de la qualité nutritionnelle de la nourriture traditionnelle. Il y a non seulement l'aspect culturel, le bien-être associé à ce type de nourriture. Le fait que la consommation de ce type de nourriture est associée à un bien-être physique et culturel. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est juste quelques points que je voulais résumer et qui ressortent du rapport. Et je vais laisser le temps à d'autres panélistes pour que l'on puisse creuser un petit peu cette question afin de mieux comprendre les impacts du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Lingula, votre micro est éteint. Est-ce que l'une de vos compagnes souhaiterait prendre la parole? Taman yeah. Ano, every year change ka lang sikobo. Ilan ko kingo ba nakatatakebo tachi mo na batuin lang nakto inochuti ilan natuin lang nakatilo ano taman na to kasi nakatchozo no nang tama no nasungo kama. Les animaux sont toujours là, on peut toujours les chasser, même s'il y a des changements au niveau de la glace. Je travaille, mais il m'arrive d'aller chasser, moi aussi. Et dès que je peux, je le fais. Vous avez posé plusieurs questions sur l'infographie et je les trouve très intéressantes. Ce sont de bonnes questions. Il serait bon de faire des recherches pour déterminer l'incidence de notre changement climatique sur notre nourriture, sur notre quotidien, que ce soit au niveau de notre nutrition ou de la chasse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. La question que vous avez posée, c'est est-ce que nous pouvons manger cette nourriture? Et nous pouvons déterminer seuls si la nourriture est mangeable et comestible ou non. Ça, tout le monde le sait le faire. Ça, je souhaitais le souligner. Et chaque fois que les chasseurs rentrent de la chasse, parce qu'ils rentrent dans la communauté et qu'ils ont une bonne chasse, ils ont fait une bonne chasse, ils ont de bonnes prises. Chaque fois que l'on attrape des poissons, je pense que j'ai perdu le fil de ma pensée. J'avais trouvé une bonne réponse à la question, alors je vais changer de stratégie.
Je vais m'arrêter là. J'ai perdu le fil. Je m'arrête ici. Si vous avez réussi à comprendre ce que j'ai voulu dire, je vous remercie. Je vais parler en inuktitut. J'aime bien m'entraîner à parler en inuktitut. Ça m'aide à pratiquer, à m'améliorer. Chaque fois que l'on part chasser, à chaque fois qu'on va chasser, je me retrouve sur la glace. Mon grand frère possède une cabane, un chalet. Et je pense que c'était il y a 15 ans. Là, je vais vous raconter une histoire. La glace a commencé à changer. J'ai remarqué que la glace devenait de plus en plus mince. La glace était différente avant. Je me rends compte que le gel des glaces s'effectue différemment. Par conséquent, j'ai remarqué dans une région où l'on va chasser des phoques, eh bien, en général, là-bas, on allait chasser sur la glace et de temps en temps, en fait, la condition de la glace était déplorable, donc nous avions du mal à nous déplacer. Mais cette année, la glace était plus solide. Par conséquent, nous sommes arrivés à cette ère de chasse alors que nous en avons été coupés pendant plusieurs années et nous n'arrivons pas à y accéder. Voilà les changements que j'ai remarqués. Merci. Norman, avez-vous des commentaires? Bonjour. Bonjour. Nous vous entendons, merci. Merci. Le soleil est aligné. Oh, maintenant, le soleil brille. Et nous avons accès à la connexion. J'ai dû me déménager. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais je vais parler en inuktitut. Lorsque j'étais jeune, je sortais plus souvent chasser sur la terre ferme. J'étais très proche de mon père, alors je saisissais chaque opportunité que j'avais pour sortir à chasser avec lui. Je souhaitais renforcer, conserver ce bon rapport. On a dit que la glace est plus épaisse et plus solide cette année. Ce que j'essaie de dire, c'est que depuis toujours, lorsque j'étais jeune, depuis ma jeunesse, je n'ai remarqué aucun changement drastique
Au niveau de l'état de la glace, j'ai l'impression que son état était le même d'année en année, il ne changeait pas. Mais pour en parler, il faut être compétent, il faut avoir les savoirs adaptés. Voilà pourquoi nous écoutons nos aînés et nous revenons, nous suivons nos techniques de chasse, les savoirs dont nous disposons. Donc, pour me prononcer sur la question, il faudrait que j'ai les connaissances nécessaires pour le faire. Les programmes de sécurité alimentaire du gouvernement ne profitent pas aux familles. Ils apportent peut-être ils présentent peut-être des bénéfices pour la communauté dans son ensemble, mais pas pour les familles. Pour chaque famille, ces programmes ne fournissent pas ce lien qu'il existe entre la nourriture et les familles, ce lien qui existe entre la nourriture et la famille et entre les familles. Aujourd'hui, les gens interagissent de manière différente. Aujourd'hui, on achète la nourriture traditionnelle chez les chasseurs et peu importe les espèces de poissons ou d'animaux concernés, on commence à acheter cette nourriture. C'est une pratique qui dure depuis déjà quelques années. Voilà, nous avons parlé de l'importance de la nourriture dans notre culture. Eh bien, c'est pour ça que la nourriture est importante. C'est pour ça qu'il y a des changements. C'est pour ça que les pratiques sont en train de changer. Mais la nourriture est très proche, est étroitement liée à notre culture. Nous souhaitons qu'elle soit disponible. Et je ne peux pas vraiment me prononcer sur la glace. Je ne suis pas sûre de moi. Il arrive qu'un chasseur tombe dans l'eau à travers la glace. Cela fait partie du jeu. Ça arrive de temps en temps. Voilà, je souhaitais le souligner en passant. En tant que chasseur, on veut pouvoir se déplacer, chasser pour pouvoir ramener de la nourriture sur la table. Ça fait partie de notre identité. Si vous savez que les animaux sont là, qui sont disponibles, eh bien, vous voulez aller chasser. Merci. Merci beaucoup, Norman. Des commentaires sur les programmes gouvernementaux? Merci beaucoup, Laura et Norman, pour revenir sur ce que vous avez dit. J'aimerais... Est-ce que vous pourriez remettre l'infographie à l'écran, s'il vous plaît? Il y a autre chose qui est ressorti de ce groupe. C'est l'idée que lorsque l'on parle de ces problèmes pour les communautés et pour les peuples du Nord, eh bien, on perçoit la sécurité alimentaire comme faisant partie de notre culture, de nos pratiques, mais si l'on essaie de rentrer dans les détails pour résoudre le problème, comme vous disiez, Norman, nous restons dans des silos. Alors, Donald l'a dit, il s'agit de silos et alors là, dans ce cas, on a tendance à se demander s'il y a assez d'espèces sauvages. Ensuite, on se demande comment est-ce qu'on peut accéder à ces espèces et je pense que
les programmes gouvernementaux dont on a parlé fournissent des financements aux organisations des chasseurs et des trappeurs notamment. Ces financements servent à acheter du gaz et il y a peut-être aussi un programme séparé pour pour surveiller, contrôler la sécurité alimentaire. Par conséquent, si vous vous penchez sur les effets des changements climatiques sur les systèmes alimentaires du Nord, eh bien, je pense que nous devrions assurer des financements dynamiques, mais que, comme vous disiez, Norman, il n'y en a pas, parce qu'à travers les programmes de surveillance, à travers les organisations du Nord, nous commençons à peine à avoir des initiatives enthousiasmantes. Au sommet de l'infographie, vous voyez, il y a plusieurs images qui montrent des Inuits, ainsi que d'autres populations du Nord qui s'adaptent au changement climatique. Il y a une anecdote qui a été partagée et qui parlait de la région d'Inuvialuit, où il y avait des ateliers pour créer de nouveaux termes Inuktitut, ou dans un dialecte de l'Inuvialuit. Donc, il voulait créer des termes pour décrire les changements qui sont dus au réchauffement climatique. Donc, ils essaient de créer de nouveaux termes. Et d'autre part, on avait également d'autres initiatives afin de multiplier les programmes destinés aux aînés et aux jeunes afin de dynamiser, de stimuler le transfert de connaissances entre les générations. Donc, je suis d'accord, ces programmes ne couvrent pas tous les problèmes, mais il y a beaucoup d'initiatives qui qui parlent et qui essaient de résoudre ces problèmes. Merci, Anne. Je me tourne vers les autres panélistes s'ils souhaitent réagir. C'était très riche. Et en fait, ce que je vois au stade de ce 4e webinaire, c'est que tout est lié, tout est étroitement lié. Alors, y a-t-il des réactions sur ce qu'a dit Anne ou sur l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire? Dennis? Merci, Laura. Alors, une question que je souhaitais soulever, c'est la différence des expériences vécues selon où on se trouve dans le Nord, selon dans quelle région on se trouve. Par exemple, si on revient aux 3 questions dont on a parlé sur l'infographie, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas observé de leurs propres yeux les impacts du changement climatique là où elles habitent. Mais par contre, dans une autre communauté, peut-être que les gens auront constaté une évolution des conditions de glace, par exemple. Et puis pour ce qui est des espèces, il y a différentes espèces animales dont dépendent les communautés du Nord pour leur sécurité alimentaire. Donc, il y a des différences géographiques en ce qui concerne la façon dont le changement climatique impacte la sécurité alimentaire. Et c'est important d'échanger sur cette question. Dans certaines communautés, par exemple, il est peut-être impossible d'avoir une idée précise de l'état actuel d'une espèce animale. Et par exemple, si on va au sud de la baie d'Hudson, il y a beaucoup de communautés
qui sont inquiètes du fait de ne pas pouvoir se déplacer en toute sécurité lorsqu'elles partent chasser ou pêcher. Donc, c'est important de tenir compte des différences géographiques. C'est un point important à aborder dans cette discussion. Et je me demande peut-être si les membres autochtones du panel voudraient réagir sur ce point. Steven, je vois que vous avez levé la main. Johnny également, si vous souhaitez intervenir après Steven. Steven. En fait, je veux bien que Johnny intervienne en premier et puis je parlerai après lui. Merci, Steven, dit Johnny. Alors, en fait, j'ai noté pas mal de choses sur les différentes questions. Alors, le lien avec le changement climatique. Il y a différentes saisons, l'hiver, le printemps et l'automne principalement. Le gel survient beaucoup plus tard qu'auparavant en automne. Il survient beaucoup plus tard qu'il y a 10 ans. Et cela a un effet sur la saison de la pêche en automne, donc la pêche sur glace. Et puis, on commençait à pêcher à peu près au début de la saison des amours, des caribous, parce qu'avant, le gel était avant cette saison des amours, mais maintenant, l'ordre s'est inversé. Et quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de trappeurs. Et maintenant, la saison de chasse au lynx commence en novembre. Et du coup, elle commence beaucoup plus tard qu'auparavant. Alors, je ne sais pas si c'est changement climatique. Je pense que oui. Je ne remets pas ça en doute. Il y a le réchauffement climatique. Je ne sais pas s'il y avait des suivis de l'évolution climatique auparavant. Je ne sais pas s'il y avait eu déjà des tendances au réchauffement climatique auparavant. Ensuite, pour ce qui est de l'hiver, avant, il faisait moins 40 pendant au moins 40 jours. Maintenant, bon, cette année, ça a été sans doute l'hiver le plus froid depuis longtemps. Comme l'a dit Steven, il fait très froid. Il fait souvent moins 35 degrés avec beaucoup de vent. Et je peux vous dire que moins 35 degrés avec du vent, c'est froid. Alors, pour ce qui est du printemps, alors les printemps sont plus chauds, plus précoces. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père disait que les oies arrivaient au niveau du delta le 12 mai. Alors maintenant, elles arrivent parfois quelques jours avant ou quelques jours plus tard en fonction des vents. Mais en fait, effectivement, on voit les oies arriver. Elles restent un certain temps dans le delta. Elles restent pendant plusieurs semaines, en particulier lorsque la côte est encore gelée. Mais maintenant, il fait beaucoup plus chaud. Voilà ce que je souhaitais ajouter. Alors, pour ce qui est de l'économie, de la sécurité alimentaire, alors maintenant, il y a de plus en plus d'élan dans le delta et les gens chassent à l'élan.
au lieu de chasser le caribou. Et j'ai chassé un élan il y a quelque temps et rien qu'avec la viande de l'encolure, on a pu avoir 40 livres de viande. Donc imaginez 42 livres de viande de hamburger à acheter en supermarché, le prix que ça représente. Alors, ça nous a coûté cher en carburant pour aller chasser cet élan, mais au final, on a eu un retour sur investissement parce qu'on a quand même eu beaucoup de viande au final. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, y a-t-il des réactions des auteurs vis-à-vis de ce qu'a dit Dennis? Alors, c'est intéressant ce qu'a dit Johnny au sujet des vents. Steven? Merci. Alors, j'ai l'impression d'avoir pas mal parlé, donc je vais essayer d'être bref pour ne pas monopoliser la discussion. Alors, pour ce qui est des différences régionales, j'ai participé un jour à un projet qui définissait un calendrier traditionnel pour différentes communautés. Et sur ce calendrier, il y avait la saison de la glace, il y avait les temps de migration, le calendrier de migration de différentes espèces animales. Ça allait de Migneko à Rekatanjiwak, Kivalik, Metimetalik, Berdjuk. Et on voyait les différences de saison d'une communauté à l'autre, même lorsque ces communautés étaient assez proches géographiquement. Et lorsqu'on parle de différences géographiques, il faut bien comprendre que le Nord, ça n'est pas une région unifiée, homogène. Il faut avoir cela en tête lorsqu'on essaye de trouver des solutions. Il faut avoir une approche locale. J'ai trouvé ça très intéressant, moi, d'échanger avec les Inuits de différentes communautés. Avant, je n'hésitais pas à aller faire du patin à glace dès le mois de novembre. Mais maintenant, il faut que j'attende le mois de janvier pour pouvoir me rendre sur la glace. C'est complètement fou de devoir attendre si longtemps. Et dans la région de d'Inekwalit, il y a vraiment des différences de saison et le changement climatique, il va toucher de manière différente différentes communautés. Chaque communauté a sa propre personnalité, a ses propres priorités. Par exemple, chez nous, on est connu pour les palourdes. Si vous allez dans une autre communauté, ils sont plutôt connus pour le caribou, d'autres sont plutôt connus pour le narval. Chaque communauté a sa propre personnalité, donc les adaptations au changement climatique seront différentes également d'une communauté à l'autre. C'est ce que je souhaitais ajouter. Merci de votre attention. Merci à vous, Steven. Alors, merci à toutes et tous d'être toujours parmi nous. Nous sommes un petit peu en retard parce que nous avons commencé en retard, mais nous allons clôturer d'ici 7 minutes. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Steven.
ce qu'a dit Steven, ça doit être justement une source de difficulté pour les programmes de surveillance. Alors, je me demandais quels sont les types de projets de surveillance qui existent à l'heure actuelle et est-ce qu'on en fait suffisamment? C'est un sujet qui nous intéressait beaucoup et j'aimerais bien savoir quel est l'impact du changement climatique sur les activités de surveillance. Mais pour ce qui est de l'endroit où je me trouve, je vous dirais que ce que nous avons remarqué, c'est que les financements du gouvernement sont plus difficiles à obtenir. L'argent est affecté au sud de l'Arctique, notamment pour la pêche commerciale dans l'océan. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Et pour ce qui est du conseil de cogestion dans ma région, nous avons réussi à combler les lacunes là où nous le pouvions. Nous avons surveillé les crabes de neige, les caribous. Nous avons également effectué une surveillance des élans. Nous avons également réalisé plusieurs études avec des tenteurs de savoir autochtones. Nous essayons d'en faire le plus possible, de combler le plus de lacunes, notamment là où le gouvernement ne suit pas, notamment dans les milieux que le gouvernement ne cible pas, mais bon, nous devons faire davantage d'efforts. Pour ce qui est de la surveillance, le gouvernement a tendance à mettre en place des interdictions de chasse et ces interdictions peuvent nuire à la sécurité alimentaire ainsi qu'aux pratiques traditionnelles. Je m'arrête là parce que je vois que beaucoup de gens ont déjà levé la main. Merci. Alison? Vous avez parlé de silos. Et on parlait également des causes de ces silos. C'est le changement climatique, mais c'est aussi les ressources, l'impact des changements climatiques sur les gens. Il y a davantage de pression. Ensuite, notre réponse au changement climatique est basée sur des silos également, selon moi. Alors, je me demandais ce que les organisations gouvernementales pouvaient faire et quelquefois, en fait, elles ont tendance à vouloir se concentrer sur ce qu'elles peuvent contrôler, alors que nous devons apporter une réponse qui permette de nous adapter de manière réaliste. Donc, il nous faut déterminer ce que les organisations et les gouvernements peuvent faire de manière très réaliste et ensuite ils doivent unir leurs forces pour apporter une réponse. Ils ne doivent pas agir de manière individuelle et séparée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Denis, ça vaut la parole. Merci. Je souhaitais juste faire quelques commentaires. Je vais m'éloigner de ce qu'ont dit Alison et Jamie. L'idée du rapport, c'est que nous devons répondre aux changements climatiques, nous devons anticiper les changements climatiques afin de planifier notre réponse. Nous devons donc élaborer un cadre pour assurer la sécurité de notre nourriture traditionnelle face au changement climatique. Pour ce qui est du conseil de gestion, le pilier de ce cadre, c'est l'extension de la surveillance. La surveillance doit aller au-delà de la science et pour ce faire, nous devons assurer la participation des gens qui voient ces changements de leurs yeux 65 jours par an. Nous devons
créer des capacités, donner à ces gens la capacité de nous rendre compte de ce qu'ils voient et de nous dire quelles sont les solutions à portée de main. Nous devons agir de manière inclusive en assurant la participation du savoir autochtone. Voilà pourquoi de nombreuses communautés du Nunavut veulent étudier les programmes qui se font afin de prendre des décisions informées sur leur propre programme. Ils veulent mieux se représenter et partager les savoirs. Et de ce point de vue, je pense que la surveillance communautaire est essentielle pour tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons lancé en 2012 un réseau de surveillance communautaire. Si l'on y pense, cela fait 10 ans qu'il existe donc, et que nous sommes rapprochés des communautés. C'est un programme qui dépend des chasseurs. Ce sont les chasseurs qui vont nous dire ce qu'ils remarquent sur le terrain. Les informations qu'ils nous donnent sont cruciales et viennent informer notre prise de décision. Viennent donc, oui, influencer la prise de décision des autorités compétentes. Merci, Denis. Ningula. Keila, ce matin, Ningola 2, auriez-vous quelques remarques de clôture, de conclusion pour rebondir sur ce que vous avez entendu sur la surveillance communautaire, la nourriture, la sécurité alimentaire, l'impact du changement climatique sur l'alimentation? N'hésitez pas à faire quelques remarques de conclusion et une prière, s'il vous plaît. Oui. Je vais demander les personnes avec qui je me trouve. Est-ce que vous avez des commentaires? Parce que moi, je n'en ai aucun. En général, en novembre, on faisait du ski sur la glace. Et l'hiver a été plus froid cette saison. Je pense qu'en effet, la météo est en train de changer. Merci à tous et à toutes. Cela m'a fait plaisir de pouvoir participer à ce webinaire. Merci. Je suis Keila. Et comme l'a dit celle qui m'a précédée, le climat est en train de changer. Cet hiver était particulièrement froid et je m'en suis rendu compte par de mes propres yeux. Merci. Je souhaite simplement vous remercier. Merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'écouter ce webinaire. Merci. Et y a-t-il d'autres remarques que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez que je dise la prière maintenant pour conclure le webinaire? Merci. Seigneur, je m'adresse à toi aujourd'hui par mes prières. Nous demandons ta protection. Merci de veiller sur nous pendant cette réunion et au quotidien. Nous apprenons au quotidien
Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Merci à toutes et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Quelques précisions. Le rapport sur le changement climatique va être publié au printemps dans l'Acaliate de Polaire que vous retrouverez sur le site de Savoir Polaire. Je n'ai aucune date à vous fournir. Le rapport inclut les infographies, ces infographies merveilleuses. D'ailleurs, tous les rapports vont être traduits dans différentes langues, les infographies également. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être poster le lien dans le chat. N'hésitez pas à consulter le site de Polaire pour nos prochaines publications, nos prochaines annonces ou pour en savoir plus sur les prochains webinaires et autres vidéos. Merci beaucoup pour vos questions et vos commentaires aujourd'hui. Nous répondrons aux questions auxquelles nous n'avons pas répondu aujourd'hui. Nous les publierons les réponses sur le site de Polaire. 2 webinaires auront lieu encore la semaine prochaine. Il y aura celui de mercredi sur les baleines et les écosystèmes marins. Le dernier webinaire de cette série parlera du Canada et de l'Antarctique et il aura lieu jeudi prochain. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous de nouveau. Pour ce faire, inscrivez-vous sur Eventbrite et nous ferons tout notre possible pour que l'heure du webinaire soit l'heure correcte. Nous remercions nos intervenants ainsi que nos interprètes, grâce à qui nous avons compris, ils ont travaillé dur. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.